Il est de ces hommes dont la vie a eu le privilège de marquer leur époque. Benjamin Vallotton fut l'un d'eux, écrivain conférencier, homme de conviction et de foi, dont l'enthousiasme pour les grandes causes n'a jamais fait défaut. L'enfant Benjamin naît un jour d'hiver, le 10 janvier 1877, dans le village de Grillon, en Suisse romande. Il n'est pas seul. Il se trouve en compagnie de 6 frères et sœurs. Sa mère, Julie, née Baridon, est originaire de Fressinière, vallée des Hautes-Alpes françaises. Quant à son père, Paul, il exerce le ministère pastoral dans la paroisse de Grillon. Dites-moi, on dirait que c'est la forme d'un vilebrequin? Mais oui, c'est un vilebrequin qui date de 1700, qui a même été utilisé pour construire le plafond de l'église de Grillon. Et alors, votre père, Annie, est né dans cette cure. Dans cette cure, en Oui. 1877. Annie, une des filles de Benjamin, rencontre Madame Forestier, qui nous présente le temple. Dites-moi, vous nous aviez montré chez vous un vilebrequin très ancien. Oui. Qui était ce monsieur? Et c'était David Henri Dumaine, Et c'est lui qui a fabriqué toute cette tout charpente? le plafond de l'église, oui. C'est une merveille, vous Oui, savez. oui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une fameuse Bible Olivetan ici à Grillon? Mais oui, en voilà un exemplaire. C'est-à-dire que c'est une Bible qui est très très rare dans le monde. Et on a hérité cette Bible grâce à un Moreillon qu'avait trouvé une dame dans un petit magasin d'Arvey qui faisait ses cornets pour mettre les châtaignes avec ses pages de la Bible. Mais Vous non. voyez, elle les pliait comme ceci, ça faisait des cornets. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde, j'imagine, de cette Bible Elles Olivetan. sont très rares. Très rare. Ah, oui. Juste à côté du temple se trouve la cure où le jeune Benjamin vit les 6 premières années de son existence. La famille possède là un potager avec toutes sortes de légumes ainsi que des arbres fruitiers. Un jour, son père, Paul, décide de récupérer la belle courge qui pend le long du mur du jardin. Une énorme courge, beaucoup plus grosse que celle que vous voyez là. Une grosse affaire de 19,5 kg au moins, énorme. Il a dit à 4 de ses enfants, vous allez rester là en bas, vous allez tendre un drap, le tenir fortement, et moi je vais sectionner la queue et vous allez réceptionner la courge. Il s'est baissé, il a coupé la queue, la courge est tombée sur le drap, qui était vieux ce pauvre drap. Il était bien tendu, mais la courge a passé à travers. Elle est descendue en roulant sur la pente, elle s'est esclafoutie. Vous savez, c'est un mot vaudois, je le prononce probablement mal. Esclaffée, voilà. Et mon grand-père a dit, et voilà, 20 repas réduits à néant. Mais c'est une belle mort pour cette courge. C'est en 1884 que la famille déménage pour Lausanne, où le pasteur Paul Vallotton est appelé à la paroisse de la Croix-d'Ouchy. Le petit souvenir, une bâtisse à l'architecture désuète mais sympathique, devient leur lieu d'habitation. Mais cela ne convient pas au petit Benjamin qui, nostalgique de la vie montagnarde, prépare son retour à Grillon. Il n'a jamais oublié cette anecdote. J'avais décidé de retourner à Grillon. Et profitant d'un moment où mes parents étaient en train de ranger les meubles à porter contre les parois, à la pointe des pieds, je m'évadai et courageusement, je me mis en route pour retourner à Grillon.
Je marchais avec beaucoup de courage, comme on peut marcher à cet âge. Un facteur en uniforme, ce qui m'impressionna grandement, me dit, dis donc, mon petit ami, où est-ce que tu vas comme ça? Je lui dis, mais je retourne à Grillon. Toi, qu'est-ce que tu racontes? Tu retournes à Grillon, mais c'est loin. Tiens, prends ma main, je te ramène chez toi. Alors, viens. Et quelques instants après, je me retrouvais dans le cercle de famille. Et je devins, à partir de cette époque, citoyen, ou si l'on préfère, pirate d'Ouchy. Résigné à rester là, il fait ses classes au collège cantonal avant d'entreprendre des études universitaires en lettres et théologie. C'est à cette époque qu'il effectue son service militaire dans les carabiniers vaudois avec le grade de sergent. Le voici proche de ces hommes, ce qui le remplit de fierté. C'est à ce moment-là qu'il crée le personnage de Pottrat. En effet, en ce temps-là, s'effectue ce qu'on appelle la collecte en faveur des incurables. Les pasteurs allaient d'un lieu, faisaient tous les appartements de leur paroisse et ils faisaient la collecte avec un agent de police. Et c'est comme ça qu'il a inventé, si vous voulez, le commissaire Pottrat. En écoutant ses réflexions, d'un brave homme d'Ouchy ou de sais d'où, et à l'occasion de ces collectes. Et je pense que c'est ainsi que toute sa vie, mon père a aimé les gens tout simples. Il appréciait les autres, ça va sans dire. Mais je veux dire, il se sentait heureux de découvrir la sagesse populaire, au fond, dans le meilleur ce qu'un homme peut donner quand il n'est pas en présentation, si vous voulez. Le commissaire de police Pottrat a donc été tiré d'un personnage réel. Ses écrits parlent d'aventures toutes basées sur une très juste et fine observation de la vie populaire vaudoise. Ces romans pleins d'humour ont un succès certain et apportent un début de célébrité à Vallotton. En effet, le personnage de Pottrat se trouve dans les situations les plus diverses, qui se déroulent à la campagne, en ville ou sur le lac, et dans lesquelles le lecteur se reconnaît avec grand plaisir. Bien plus tard, dans Pottrat revient, l'auteur fait dire à son personnage qui retourne sur Terre, après permission divine, toutes sortes de considérations nouvelles observées depuis son départ. Au travers de cet écrit, Benjamin nous fait part de ses sentiments de Suisse vis-à-vis de la situation d'alors. Au début du siècle, Benjamin Vallotton se déplace en Alsace, à Mulhouse plus précisément, pour y exercer un travail de précepteur. Il faut rappeler qu'en ce temps-là, la langue allemande est encore imposée et seules les familles bourgeoises peuvent et veulent engager un professeur de littérature française pour leurs enfants. Le fils d'Alfred Dreyfus est l'un de ses élèves. C'est là qu'il fait la connaissance de Madeleine Jeanmaire, une autre de ses élèves, qui devient sa femme. Benjamin, accompagné de sa femme, retourne à Ouchy, non loin du Petit Souvenir, et construit un foyer, le Ménil. Naissent bientôt 4 enfants. Marie-Juliette, dite Mion, Annie, Marguerite, dite Gritou, et Pierre. Il est nommé professeur de lettres au gymnase classique à Lausanne. Il passait assez rapidement sur, disons, les époques, par exemple, classiques, Louis XIV, etc. Et c'est ce qui m'a frappé, tout en nous enseignant ce qu'il devait enseigner dans l'histoire de la littérature française, il nous a intéressés spécialement sur les écrivains de notre temps. C'est ainsi qu'il nous a parlé d'Anatole France et de ses romans, il nous a parlé de Flaubert, il nous a parlé de Colette et d'autres encore que je ne me rappelle peut-être pas. Et ce qui m'a frappé, ce qui frappait d'ailleurs mes camarades aussi, c'est qu'il avait un don extraordinaire de lecteur. À Ouchy, les enfants grandissent et passent une partie de leur petite enfance au bord du lac. C'était un endroit absolument ravissant, avec un jardin qui était fait pour des enfants. Il y avait une terrasse devant la maison, sur laquelle, parsemée de cailloux, sur laquelle nous jouions. Notre jeu principal était d'être dans un bateau dans la boîte de croquet. Nous avons eu des jeux innombrables là.
C'est en 1921 que toute la famille déménage en France. En effet, le docteur Buchet, responsable de la cause française en Alsace, demande à Vallotton de venir s'y établir pour y promouvoir la langue française. Il faut rappeler que les Alsaciens devaient parler allemand depuis plus d'un demi-siècle. Papa aimait beaucoup le sport, il adorait le football, et je me rappelle très bien, je devais avoir 9 ans, 10 ans peut-être, il m'a emmené à un match France-Allemagne. Alors j'étais pas peu fière de partir seule avec mon père à une chose comme ça, nous étions bien placés, et mon père m'a parlé pendant tout le match de la différence de mentalité et de psychologie des Allemands et des Français. Nous rentrions de l'école, du lycée, et puis il y avait du monde, souvent. Ma mère et mon père tenaient table ouverte, au fond. Et c'est ainsi que, peu à peu, j'ai appris à connaître le docteur Schweitzer. Quand il revenait de Lambaréné, en Alsace, une de ses premières visites, après retourner à Günsbach, c'était de venir à Strasbourg, et puis ils avaient des conversations. Schweitzer était alsacien, il y avait des difficultés, il y avait des autonomies, c'était difficile. Et lui aimait avoir le point de vue d'un homme neutre, en fait, puisqu'il était suisse, et qu'il aimait l'Alsace. Benjamin Vallotton travaille comme journaliste au Journal de l'Est. Mais en même temps, l'Alliance française le délègue comme conférencier et l'envoie dans tous les pays d'Europe, Canada, USA et en Afrique du Nord. Ce qui lui vaut d'être reconnu, apprécié et même décoré dans une bonne partie de ces pays. Il considère que sa nationalité suisse lui permet de mieux servir la cause de la langue française, car en tant que neutre, ses propos prennent encore plus de poids. La République française reconnaît ses services en le nommant commandeur de la Légion d'honneur en 1935 et en 1944, l'Académie française lui octroie le Grand Prix de la langue française pour l'ensemble de son œuvre. Officier de l'Ordre de Léopold, il est membre de l'Académie royale de Belgique. Cette même année, les médecins lui recommandent pour des raisons de santé un départ pour le soleil. Ses 2 sœurs étant déjà retirées à Sanary, Benjamin Vallotton et la famille les y rejoignent. C'est donc dans la région du Var, entre Marseille et Toulon, que la famille Vallotton construit une maison, la Colline. Son nouveau lieu de travail installé et l'inspiration l'ayant suivi, l'écrivain poursuit son œuvre littéraire. En été, toute la famille passe ses vacances dans la vallée de Fressinière, vallée de sa mère. Cet endroit est cher à son cœur, puisqu'il y retournera annuellement durant plus de 40 ans. C'est à l'occasion du centenaire de la mort de Félix Neff que Benjamin Vallotton organise dans la vallée, et plus particulièrement dans le village des Violins, la fête des moissons. Cette fête annuelle a toujours lieu et attire un grand public. Nous étions une dizaine d'enfants, garçons et filles. C'était les fils d'un missionnaire, les filles d'un missionnaire. Et nous chantions à la fête des moissons, nous organisions des fêtes pour les missions. Enfin, nous étions tout à fait dans le vent huguenot de ces hautes montagnes. Il aimait beaucoup les Huguenots, il était très intéressé par l'histoire des Huguenots. L'histoire de Félix Neff, dans sa chère vallée de Fressinière. Félix Neff, le voilà, qu'on appelait Félix Neff le bienheureux. Félix Neff qui disait aux habitants de Fressinière, « L'Évangile, ça réchauffe, ça réchauffe ». Félix Neff était venu dans cette vallée pour apprendre à tous ces gens, ces Huguenots, échappés des soldats de Louis XIV dans ces montagnes, leur avait appris l'adduction d'eau, comment cultiver les pommes de terre, et il avait même formé dans le village le plus haut de France, qui s'appelait Dormiouz, la première école normale de France. Et les soldats de Louis XIV, autrefois, venaient et chassaient ces Huguenots dans ces vallées, jusque dans les grottes, Et dans ces grottes, les gens étaient là, à l'entrée, et quelquefois, ils voyaient les soldats de Louis XIV qui arrivaient. Alors, ils avaient peur. Et un jour, les soldats ont rebroussé chemin. Pourquoi ? Parce que les soldats avaient compris que quelqu'un avait dit « Ils sont 7, ils sont 7 ». Ils sont 7. En effet, ils étaient 7 sur leurs chevaux.
alors que c'était tout simplement une brebis qui avait éternué et qui disait « Hilsunset » en éternuant. C'était extraordinaire et nous aimions beaucoup quand notre père nous racontait cette histoire. L'écrivain aime beaucoup cette vallée de Fressinière qui sera, bien entendu, une source importante d'inspiration pour lui. C'est là qu'il écrit plusieurs de ses livres, dont Sur le roc, l'un de ses meilleurs. Si l'histoire est réelle, la maison l'est aussi. Nous y voyons Suzanne, une descendante directe de l'héroïne du roman. Il entretiendra toujours dans cette vallée de solides relations avec ses habitants et, constamment avide de contact, il fera venir pour cette fête des moissons des groupes de chanteurs, de yodeleurs et de comédiens du canton de Vaud. Mais voici que la guerre de 1939 éclate. En Alsace, les Allemands recherchent et brûlent ses livres, comme ceux de bien d'autres. Bientôt, toute la région de Toulon est occupée tantôt par l'armée italienne, tantôt par les Allemands. Les ordres et contre-ordres d'évacuation pleuvent, et les maisons sont détruites les unes après les autres, sauf la colline, qui était Schweizerische Eigentum, propriété suisse. Durant cette période, Vallotton se retire de la circulation à cause de sa position anti-germanique depuis déjà la Première Guerre mondiale. En 1944, les nazis dynamitent sa maison. Si ce désastre est douloureux, il est reconnaissant par ailleurs de partager le sort commun. La fin de la guerre arrivée, la famille s'installe au Paradou, dans la ville de Sanary. Jeanne Bulté, une amie, se rappelle. La table était très grande, tous les petits-enfants étaient là. Ce grand monsieur arrivait, sérieux comme un pape. Il s'asseyait, et puis on disait la prière, les grâces. L'un des enfants le disait. Et puis immédiatement, je crois qu'il riait de la lèvre, de l'œil et de la lèvre, parce qu'on voyait une partie de sa lèvre qui se relevait un tout petit peu, et puis l'éclair était dans les yeux. Mais à table, il était malgré tout conférencier. Tout le monde se plaît beaucoup en bord de mer. Benjamin Vallotton, devenu grand-père, affectionne particulièrement l'endroit. Au fond, ce tableau que vous voyez là a été pris sur la terrasse, un petit peu au-dessus, là où il y a le joli petit amandier en fleurs aujourd'hui. Et notre père avait coutume de dire, il amenait les visiteurs là en haut, il disait « Regardez, c'est la vue la plus belle d'Europe ». Mais il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas les arbres, les bâtiments qu'on a construits. C'était vraiment comme ceci. Et ceci a été peint par sa sœur A. Vallotton, Amélie Vallotton. La vie méridionale plaît beaucoup à Benjamin. Il aime les gens de la région et les rencontre volontiers. Les gens du Nord se moquent volontiers de ceux du Midi, écrivait-il, de l'ardeur modérée qu'ils apportent au travail, des heures qu'ils perdent à lancer la boule sur le macadam depuis leur place, de l'imagination qui les pousse à multiplier la réalité par 10, par 20, par 100, parfois par 1000 dans les grandes occasions. Péché véniel. En vérité, ces Provençaux sont des êtres charmants, nuancés. En marge du travail quotidien, ils savent cueillir le temps qui passe, le savourer, le colorer à leur manière. L'un d'eux, un vigneron, me disait certains jours, « Les choses, c'est moins que zéro. Ce qui compte, c'est la façon dont on les voit et dont on en parle. » Dans cette région où il passe une vingtaine d'années, l'écriture n'est point mise de côté, au contraire. Beaucoup de ses écrits sur les Vaudois prennent alors forme dans l'intimité de son bureau. Je dois dire qu'il s'y est régalé parce qu'il avait tous ses souvenirs autour de lui. Il avait le portrait de sa mère, il avait les peintures de sa sœur Amélie sur le Midi, sur Fressinière, qu'il a beaucoup aimé, sur Sanary. Et il avait ses livres, et c'est là qu'il a écrit pas mal de ses livres à lui, sur plus de la soixantaine qu'il a écrit. Il en a bien écrit 5 ou 6 ici, et surtout celui sur le canton de Vaud. Elisabeth Fontana, une amie de la famille, photographe à Ouchy, vient souvent passer quelques vacances au Paradou.
Alors nous avons eu vraiment le privilège alors de passer des vacances ravissantes, délicieuses, charmantes. Alors là, vous voyez, il avait son moulin à café. C'était un moulin à café. Et il voulait montrer qu'il mettait aussi la main à la pâte dans cette ravissante maison de Sanary, entourée de verdure. Et alors ça c'est vraiment typique de la maison de Sanary. Vous voyez, c'est beau. Vous savez, ces cloches, elles étaient accordées autrefois. Seulement comme il a beaucoup plu cette nuit, elles sont un petit peu faussées et je regrette de ne pas vous donner un accord tout à fait beau. C'est quand il y a eu le gel de 1953 que les arbres se sont tout à fait déplumés, il n'y a plus une feuille, plus rien du tout, un gel terrible. Alors nous avons voulu garder les troncs de cet olivier et les utiliser. Alors on a mis des grandes barres de fer et nous avons eu l'idée, ma sœur Gritou et moi, d'y suspendre des cloches. Nous avons été dans une fabrique de cloches à Aubagne, c'est-à-dire des pots de terre, comme vous voyez là, et on les a testés. On en a testé je ne sais pas combien de centaines. Le fabricant nous trouvait un petit peu drôle, il ne savait pas du tout ce que nous faisions, mais on a choisi Do, Mi, Sol, Do, et puis La bémol, et puis Mi bémol. Alors ça faisait des très jolies gammes. Derrière, nous avons une cloche. Je voulais que ce soit comme la Marie-Madeleine de la cathédrale de Lausanne. Boum, boum. Vallotton vit des années heureuses dans le sud de la France, même s'il retourne dans son pays de Vaud fréquemment. Il retrouve ses contemporains, participe à des séances de dédicaces de ses livres où il donne des conférences. Annie, qui l'accompagne souvent, se rappelle. Mon père devait donner une conférence à la cathédrale. Et nous nous promenions sur le pont Bessières en attendant l'heure. Il était toujours à l'avance. Il m'a dit, tu sais, j'ai le plus beau sujet du monde. Je vais parler de l'enthousiasme, porter Dieu en soi. Alors nous sommes entrés à la cathédrale. Il est monté dans la chaire. Il a posé ses deux mains à droite et à gauche. Il a regardé tout le monde. Et il est parti sur l'enthousiasme. Le temps avance et les saisons se suivent. Benjamin Vallotton accumule les années et c'est un jour du mois de mai 1962 qu'un voisin, le voyant dans son fauteuil, dit « C'est le soir d'un très beau jour ». C'est en effet le 19 mai qu'il s'endort paisiblement pour rejoindre les siens. Au service funèbre, seules les roses rouges du jardin et deux immenses couronnes envoyées l'une par le consulat suisse et l'autre par les écrivains vaudois dérogent à son vœu. Ni fleurs, ni couronne. Notre père Benjamin était très attaché à sa terre vaudoise. Il avait reçu tous les honneurs en France, tous les honneurs. Mais, et ça c'est une petite anecdote peut-être, il a voulu que sur son faire-part paraissent deux titres qu'il estimait les plus importants. Commandeur de la Légion d'honneur et sergent de carabiniers vaudois. Benjamin Vallotton, comme beaucoup d'autres, est un représentant d'une élite, on peut bien le dire, donc ce n'est pas un homme du peuple qui écrit, c'est quelqu'un qui veut plutôt faire partager à une partie de ses, ou à la plus large partie de ses compatriotes, un univers moral, on peut même dire parfois politique ou philosophique au sens large du terme, et c'est dans ce but-là qu'il écrit. Donc ses lecteurs vont de personnes qui lui sont probablement très proches, donc
de personnes cultivées qui sont, disons, de la bourgeoisie élevée en moyenne, et puis peuvent également se recruter parmi les paysans ou peut-être même les ouvriers. Mais si Vallotton compte à son actif une bonne 60aine de livres, il ne faut pas oublier qu'il fut un célèbre conférencier, ce qui lui valut de voyager à travers le monde entier, répondant aux différentes invitations. J'avais suivi un cours sur la colonisation et la décolonisation de l'Afrique noire. C'était le jour de l'examen et j'avais en face de moi Henri Brunswick, un vieil Alsacien émigré à Paris, si je puis dire, qui m'a tout de suite demandé si j'étais parent de Benjamin Vallotton. Alors je lui ai dit que j'étais son petit-fils. Et il m'a dit, mais alors c'est absolument merveilleux. Je me souviens, j'avais 10-12 ans, c'était pendant la Première Guerre mondiale. De Mulhouse, ma famille s'était réfugiée à Neuchâtel. Et il y avait une conférence de Benjamin Vallotton. Et elle m'a vivement impressionné. Et elle m'a tellement impressionné que près de 60 ans après, je suis encore capable de dire mot à mot ce qu'il a raconté ce soir-là. C'est vraiment une conférence, un événement qui m'a accompagné durant toute ma vie. Alors je dois à la vérité de dire qu'à l'examen, mon grand-père et moi, nous avons une très bonne note. Nous avons eu 18 sur 20. Quelqu'un a parlé d'un calviniste heureux. Il ne faut pas oublier qu'effectivement, Benjamin Vallotton est avant tout un chrétien engagé, et qui écrit sans jamais, disons, se départir de cette caractéristique de base. Mais sa manière, justement, de vouloir agir sur le monde a fait qu'il s'est dépensé dans des causes de tout genre et qui dépassaient largement le côté local de son œuvre et de son expérience. À moult reprises, il s'engagea, que cela soit pour des prises de position politiques durant les périodes de conflit, ou que cela soit pendant les années de paix. Vallotton a toujours gardé cette fervente volonté d'aider. C'était une nature foncièrement droite et passionnée. C'est en 1928 que Freyssigners vécut un désastre avec l'inondation du torrent de la Biesse, qui recouvrit toute la vallée d'1 mètre de gravier. Notre homme partit immédiatement en campagne pour collecter des fonds dans sa généreuse Suisse romande avant d'aller directement voir le président de la République française du moment, Raymond Poincaré, qui lui accorda une subvention substantielle. Combien de fois n'a-t-il pas relevé des hommes brisés, sans espoir, des hommes comme le légionnaire Albert Froidevaux, qui après plus de 70 opérations avait perdu ses 2 bras et ses 2 jambes. Mais la cause dans laquelle il s'est le plus investi est peut-être celle des 4300 aveugles des 2 guerres, auxquels il procura une montre spéciale à sonnerie. Il fut aussi un membre assidu du Rotary Club, qu'il estimait particulièrement et pour lequel il donna beaucoup de conférences. C'était un homme profondément religieux. Je vous dis, j'ai vécu personnellement dans un milieu athée. Et ce milieu protestant m'intriguait et m'impressionnait en même temps. Parce que tout dans la vie, on avait l'impression que ce Dieu auquel il croyait, ce Dieu était là, que c'était vraiment une présence, que ça n'était pas un catéchisme appris ou des dogmes. Enfin, dernier souvenir, et ce sera la conclusion, je me trouvais à Chicago un soir à la sortie des bureaux. C'était une foule incroyable d'Américains au menton tendu, le long des trottoirs, au centre de la rue, je ne sais combien d'automobiles dans un sens et dans un autre, et des appels, des abois. Tout ça paraissait si monstrueusement mécanique, tellement des robots, des êtres qui se sont donnés corps et âme à ce qui est mécanique, que j'en vins à me demander, mais au nom du ciel, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'un homme quand il n'a plus de vie intérieure, qu'il n'a plus de vie spirituelle? Il n'existe plus, il n'est plus un homme, il a abdiqué. Et toute la question est de savoir si nous arriverons à conserver notre âme dans cette vitesse, si Dieu gardera sa part et sa place en soi.